Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat et c'est parti pour votre déclaration de revenus 2014. 9 millions de foyers devraient constater une baisse de leur impôt sur le revenu en 2015. C'est la conséquence de la suppression de la première tranche d'imposition. Mais dans le même temps, il y a une flambée des impôts locaux. Les élus s'abritent derrière la baisse des dotations de l'État. Les explications à suivre. Après des semaines de débats, le projet de loi santé a été adopté sans surprise à l'Assemblée nationale. Le texte comprend notamment la généralisation du tiers payant qui a fait descendre dans les rues les médecins. Ces derniers ne baissent pas les bras pour autant et restent mobilisés. Les détails dans ce journal. Un an après, jour pour jour, les parents des 276 lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria sont toujours sans nouvelles de leurs filles. Des marches ont été organisées dans plusieurs villes du monde, dont Paris, sous le slogan « Bring back our girls ». Mais force est de constater que la mobilisation n'est plus aussi forte que l'année dernière. Plus d'éléments tout à l'heure. Enfin, le grand débat du mardi 22h consacré ce soir à une question d'actualité et à la fois à un sujet permanent, le pouvoir des responsables politiques. Ont-ils encore la possibilité de réellement changer les choses au moment où le paysage à droite comme à gauche s'organise en vue de 2017? Quelle place pour l'action, les idées, les projets? On en parle ce soir avec Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique et social, la philosophe et historienne Chantal Delsol, l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol et Laura Slimani, présidente du mouvement des jeunes socialistes. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les responsables de l'UMP, réunis en bureau politique tout à l'heure, ils se sont penchés sur les statuts de la nouvelle formation qui devrait s'appeler les Républicains. Et de manière plus générale, ce sont les contours du nouveau parti qui s'esquissent. On voit tout cela avec Mounir Soussi et Sophie Normand-Couturier. Au fil des bureaux politiques, le nouveau parti prend forme et se construit sur quelques principes. Plus de démocratie, plus de décentralisation, plus en fait de responsabilité pour tous les cadres de notre mouvement politique. Et enfin, plus de modernité. Le parti veut faire passer le nombre d'adhérents de 212 000 à 500 000. Alors pour les attirer, il souhaite mettre en place plus de démocratie interne. C'est pas la révolution, c'est plus de démocratie dans les structures qui fonctionnent. On mettra en place une fédération de e-militants. Donc vous aurez plus de poids pour les militants, ce sera très bien. Autre nouveauté, les présidents des fédérations pourraient être élus par les militants. Un bureau politique d'un peu plus d'une heure, au bilan positif. Il y a un certain nombre de points sur l'organisation du parti qui doivent être précisés, mais il y a beaucoup de sujets qui font un large accord. Deux sujets ont néanmoins fait l'objet de débats. Il s'agit de la date des élections internes pour les présidents des fédérations, ainsi que la composition exacte du bureau politique. Des questions qui seront tranchées lors d'un prochain bureau politique le 5 mai prochain. Il sera aussi question du nouveau nom à donner au parti avant que ses statuts ne soient entérinés lors du congrès le 30 mai prochain. Et puis à noter que le siège départemental de l'UMP à Toulouse a été saccagé. Une dizaine de personnes cagoulées ont fait irruption dans le bâtiment. Des tags avec les inscriptions « Solidarité, Calais » et « Expulsons l'UMP » ont été peints sur la façade. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête. Dans l'actualité, Manuel Valls face à la colère des maires. Le Premier ministre a été accueilli par une manifestation d'élus à l'ouverture du Salon des maires d'Île-de-France ce matin. Il dénonce une baisse des dotations aux collectivités locales qui les oblige fatalement, selon eux, à augmenter les impôts locaux. Et justement, on n'y échappera pas. Les impôts locaux vont augmenter un peu partout en France. Les maires qui avaient promis une certaine stabilité fiscale pendant la campagne des municipales, souvenez-vous, eh bien, se réfugient aujourd'hui derrière cette baisse des dotations de l'État. Le gouvernement projette de tailler, je vous le rappelle, 11 milliards d'euros le budget alloué aux collectivités territoriales. Les explications de Flora Sauvage. Un an après les élections municipales, les impôts locaux vont augmenter. Plus 3% à Strasbourg, plus 5% à Lyon, Marseille et Bordeaux, plus 10% à Lille, plus 15% à Toulouse ou encore plus 45% à Saint-Ouen. Concrètement, cela représenterait une hausse de 90 € par an pour un ménage lillois et plus de 200 € en moyenne pour un foyer de Saint-Ouen. Parmi les habitants des grandes agglomérations, seuls les Parisiens semblent échapper à cette hausse.
Les élus locaux justifient cette augmentation par une baisse des dotations de l'État et le coût de la réforme des rythmes scolaires. En 2015, les aides pour les collectivités locales doivent baisser de plus de 3 milliards. L'État a même décidé de baisser de 11 milliards d'euros sur 3 ans ses dotations d'ici à 2017. Si les collectivités locales mettent en avant la diminution des aides de l'État, elles ne touchent pas pour autant à leurs effectifs. La masse salariale des collectivités a augmenté de 4% en 2014, selon le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Voilà, et cette augmentation des impôts concerne plusieurs villes. On va s'arrêter ce soir sur le cas précis de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où le maire UDI a dû prendre cette décision douloureuse pour les administrés. C'est un reportage de Louis Sibyl et Jérôme Bonnard. C'était il y a 2 mois, lors du débat d'orientation budgétaire. Dès le début, le maire de Saint-Ouen annonce la couleur. En bref, nous avons démarré le mandat avec une triple peine, une situation financière catastrophique, fruit d'années et d'années de gestion laxiste, où l'on a financé l'emballement des dépenses par un recours totalement irresponsable à l'emprunt, un désengagement de l'État, une perte de confiance totale de la part de nos partenaires financiers. Conséquence pour la nouvelle équipe, pas le choix, les impôts locaux vont augmenter. Et à Saint-Ouen, la note pourrait être salée, pour tout le monde, de 150 à plus de 200 € selon les foyers. Dans la rue, cette nouvelle consterne. C'est pas bon du tout. Les salaires sont bloqués pour X raisons et par contre les charges augmentent, les loyers augmentent, le gaz augmente, tout augmente. Voilà. Pour l'opposition, cette hausse est une sanction qui va aussi toucher les plus modestes. Je rappelle qu'on pouvait faire le choix de n'augmenter que la taxe foncière. On a fait aussi le choix d'augmenter la taxe d'habitation. Ça signifie aussi qu'il y a une population modeste à Saint-Ouen qui va subir ça de plein fouet. Ça signifie également qu'il y a peut-être une volonté de la municipalité aujourd'hui de faire un triage social dans la ville. Pour la municipalité, le levier fiscal servira aussi à assumer des projets d'investissement, comme le futur quartier du Doc, où 10 000 nouveaux habitants sont attendus. La grève à Radio France reconduite pour 24 heures, mais le front syndical se divise. 4 syndicats sur 5 appellent à reprendre le travail. Seule la CGT s'y oppose. Ce soir, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, appelle l'organisation à cesser le mouvement. La suite du 22h dans un instant, c'est le grand débat du mardi. Mais d'abord, le rappel des principales informations en France avec le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent. Et puis, 1 an après le triste, très triste anniversaire de l'enlèvement des Nigérianes par Boko Haram, c'est dans le tour de l'info d'Agathe Pécastin. C'est un rendez-vous qui n'était pas prévu au planning du président. François Hollande a reçu cet après-midi les dirigeants de Nokia et Alcatel-Lucent. L'équipementier franco-américain Alcatel pourrait être racheté par le finlandais Nokia. Mais le gouvernement comme les syndicats redoutent un énième plan social. Depuis 6 ans, le groupe en a connu 5. Nokia fait quasiment les mêmes produits que nous sur les réseaux mobiles. Donc dans ce domaine-là, on est en concurrence frontale avec Nokia. D'où évidemment le risque fort de suppression d'emplois. Alcatel-Lucent compte près de 6 000 employés en France. Première étape validée pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les députés ont adopté le projet de loi santé à 311 voix pour et 241 contre. Après 2 semaines de débats houleux et des mois de grogne des médecins, le texte trouve une majorité. Tiers payant généralisé, lutte contre le tabagisme ou encore salle de shoot, autant de mesures considérées comme des marqueurs de gauche pour le gouvernement. C'est désormais au tour des sénateurs d'examiner le texte. 1 an s'est écoulé depuis l'enlèvement des 276 lycéennes par l'organisation terroriste Boko Haram au Nigeria. Seules 63 d'entre elles sont parvenues à s'échapper. Un bien triste anniversaire qui a réuni une quarantaine de personnes à Paris. Selon Amnesty International, depuis 2014, le groupe islamiste a enlevé près de 2000 femmes et fillettes au Nigeria. 810 millions d'euros, c'est la somme annoncée pour moderniser le transport routier francilien. L'État s'engage à améliorer les autoroutes et voies rapides d'Île-de-France. Objectif, fluidifier le trafic en créant par exemple des voies réservées aux taxis et autobus. Le Premier ministre Manuel Valls affirme qu'elles seront mises en service dès la fin du mois.
Et on termine avec le dessin du jour signé Kassoli pour Bakchiche. Le dessinateur ironie sur les valises espions capables de surveiller les téléphones portables, un gadget prévu par la loi sur le renseignement du gouvernement. Le débat du mardi 22h consacré ce soir à une question à la fois d'actualité et un sujet permanent. Le pouvoir des responsables politiques ont-ils encore la possibilité de réellement changer les choses? Au moment où le paysage à droite comme à gauche d'ailleurs s'organise, on le voit bien en vue de 2017, quelle place pour l'action, les idées, les projets? Quel est le pouvoir réel des partis dits de gouvernement alors que les extrêmes gagnent du terrain un peu partout en Europe? On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Paul Delevoye, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Nous accompagne également ce soir Chantal Delsol. Bienvenue à vous, bonsoir. Membre de l'Institut, philosophe, et vous êtes l'auteur de ce livre, Populisme, les demeurés de l'histoire, aux éditions du Rocher, dont on va parler en détail. Nous accompagne également ce soir Laura Slimani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du mouvement des jeunes socialistes, le MJS, et vous êtes également à la tête des jeunes socialistes européens. Merci de nous accompagner. Également avec nous ce soir, Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Essayiste et éditorialiste au Figaro. Alors, messieurs, mesdames, avant d'aborder plus précisément notre débat, j'avais une question, c'est cette triste anniversaire, cette actualité. Un an après, jour pour jour, Jean-Paul Delevoye, les parents des 276 lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria sont toujours sans nouvelles de leurs filles. Et vous le voyez, vous le constatez dans les différentes capitales aujourd'hui, notamment à Paris, la mobilisation n'est pas aussi forte que l'année dernière et le sujet n'est plus à la une de l'actualité. Quel est votre regard ? Eh bien, j'ouvrais une séance plénière du Conseil économique cet après-midi et j'évoquais cela. Je disais, il y a un an, sur l'ensemble des bancs du Conseil économique, mais c'était aussi vrai à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous prenions tous nos pancartes et nous étions tous en train de manifester sur cette horreur de l'enlèvement des filles par Boko Haram. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ce que dans nos sociétés, on est dans le zapping émotionnel. Nous avons des modification complète d'éveil des consciences par les images. Quand les images sont présentes, on est interpellé. Quand les images disparaissent, on a tendance à un oubli. Et c'est quelque chose sur lequel il faut que nous réfléchissions à la puissance de l'image dans notre société. On veut faire des guerres légales sur lesquelles on ne veut surtout pas d'image. Et on veut, quand on est terroriste, cliver, faire peur aux opinions par justement la guerre de l'image. Et c'est probablement quelque chose sur lequel nous devons être attentifs. Aujourd'hui, notre population est submergée d'informations, mais on n'a pas eu le temps nécessaire par les systèmes éducatifs d'éveiller leur conscience et de leur permettre d'éveiller un sens critique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des démocraties d'émotion et non plus dans des démocraties de conviction, ce qui pose des instabilités politiques extrêmement redoutables. Regardez cette image des policiers noirs aux États-Unis, ça enflamme tout un pays. Et en même temps, l'image est intéressante parce que, avec les réseaux sociaux, avec la capacité que chacun de porter un regard sur le dysfonctionnement dû à l'abus de pouvoir ou des violences d'autorité, je crois que le regard de chacun permettra peut-être un retour vers la vertu des décideurs et peut-être vers une autorité mieux utilisée de celles et ceux qui ont le pouvoir. Yvan Rioufol, là je pose la question aux journalistes que vous êtes. Jean-Paul Delevoye a parlé de ce zapping permanent. Une actualité chasse l'autre, même si elle est d'une tellement dramatique et pourtant très faible mobilisation aujourd'hui. Parce que les médias, je pense, sont sensibles d'abord au sujet de proximité. Et c'est vrai que Boko Haram, c'est loin malheureusement, comme était loin le Kenya, comme est loin d'ailleurs, comme sont loin les chrétiens d'Orient. Et nous nous focalisons d'abord, en effet, sur des émotions, ça a été très bien dit, et les émotions nous sont proches. Les émotions lointaines sont déjà émoussées. Et donc, c'est naturellement, les médias portent une lourde responsabilité à ne pas voir qu'à travers ces tragédies-là, ce sont des tragédies plus proches de nous qui pourraient se percevoir et qui même d'ailleurs se pressentent au cœur même de la société française, puisque les attentats terroristes que l'on voyait de loin jusqu'à présent sont arrivés jusqu'à nous. Et donc il y a un devoir de vigilance permanent et un devoir d'indignation permanent, mais simplement l'indignation s'émousse en effet, la violence étant telle aujourd'hui qu'elle submerge à peu près toute la société et le monde entier.
Laura Slimani, vous partagez cette analyse ? Oui, je pense qu'on a été, pareil, assez surpris par le peu de réactions sur la mort des étudiants kenyans également, hein, qui était extrêmement violente. Et c'était, pour le coup, il y a eu d'ailleurs un temps de réaction. Il y a eu un temps de réaction assez dérangeant sur ça. Et moi, je partage. Je pense que la distance fait beaucoup pour cela. Alors, moi, en tant que socialiste, je suis internationaliste. Et nous, on est dans une réflexion aussi en ce moment dans la famille socialiste. Donc, on s'est posé des questions ce week-end dans le congrès des jeunes socialistes européens sur le nouveau combat pacifiste, puisqu'on est aujourd'hui dans un monde où on tue énormément et où des personnes meurent même sur le continent européen. Il y a la guerre en Ukraine notamment, tout près de nous. Et donc on a une résurgence de la violence physique et armée qui est extrêmement forte, extrêmement importante. Et les réponses politiques, elles n'existent pas vraiment. Ça va être le thème de notre débat. Chantal Delsol sur ce sujet, oui, vous êtes d'accord, c'est l'émotion qui prime. Et plus, j'allais dire, le sujet nous paraît loin, et bien moins il nous touche. Oui, en même temps, se mobiliser, oui, c'est bien sûr, on s'indigne. On ne peut pas non plus défiler dans la rue en permanence, on ne peut pas faire la guerre à tout le monde. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait quand même pas énormément de véritables analyses, quoi. Oui. Je suis un peu sidérée aujourd'hui d'avoir entendu dire un peu partout c'est une secte qui a enlevé ses filles. Non, c'est pas une secte, c'est une religion, c'est une partie d'une religion. Pas tout entière cette religion, mais une partie. Il faut quand même le dire, on dirait que c'est une secte un peu comme une histoire de secte moon. Enfin non, c'est pas du tout ça, c'est plus complexe. L'organisation, c'est une religion, mais c'est quand même une partie d'une religion. Enfin, il faut quand même le dire. Et vous parlez des étudiants kenyans, on n'a absolument pas dit, qui est quand même, ce qui me paraît comme très 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 important, que ces étudiants ont été partagés en deux. On leur a demandé s'ils étaient chrétiens ou pas. On n'a tué que les chrétiens et ceux qui ont été tués, ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement des martyrs au sens On ne antique. nomme pas les choses ? Ah ben, moi je trouve qu'on ne nomme pas assez les choses. Ça n'a pas été vraiment dit. Non, c'est vrai que ces étudiants sont des vrais martyrs. On l'a très peu. Faut quand même le dire. On l'a très peu nommé. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est que quand on nomme les choses, on tombe aussi très vite dans la stigmatisation. Et donc la question, elle est. Non, mais elle est comment on fait. Moi, je les nomme rien. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il ne faut pas le dire. Je pense que par exemple, la polémique de la RATP, c'était une très mauvaise polémique parce que bien sûr qu'il faut soutenir les chrétiens d'Orient, bien sûr qu'il faut soutenir les chrétiens qui se sont fait massacrer au Kenya, mais les victimes aussi du terrorisme qui se fait aujourd'hui au nom de l'islam sont aussi les musulmans. Mais bien sûr, mais c'est évident. Voilà, donc c'est là qu'est la problématique. Mais là, quand il s'agit de ce fait-là, on pourrait dire les choses. Bien sûr, il faut le dire. Je pense qu'on est dans une société qui ne regarde pas forcément les vérités en face. Une étude internationale avait montré que depuis l'an 2000, 15 démocraties en moins. C'est-à-dire que il y avait, avec l'augmentation de l'économie libérale, l'augmentation des classes moyennes, très naturellement, on voyait basculer dans un système démocratique de plus en plus de pays. Depuis 2000, eh bien, il y a une régression de la démocratie. Et un peu partout dans le monde, on voit aujourd'hui des basculements, pas forcément par des coups d'État. C'est l'oppression de la presse, c'est le refus de réseaux sociaux, mais surtout, ce que vous disiez, madame, c'est l'écrasement de plus en plus important de minorités. Et moi, j'étais fasciné par, quand on regarde l'histoire, je ne suis pas historien, et je regardais dans les années 1930, quand il y avait des crises, il y avait paradoxalement une insouciance de la société dans laquelle j'ai l'impression qu'on se trouve, et on jetait des boucs émissaires un peu en pâture. Alors ce sont les juifs, ce sont les musulmans, ce sont les francs-maçons, et on a effectivement un regard qui est complètement déformé, distancié, avec une espèce de banalisation de la violence qui ne nous permet plus quelquefois de susciter un certain nombre de réveils, de colère, de vigilance. Et donc là, il y a quelque chose sur lequel on doit être travaillé. Et en même temps, on voit des politiques qui instrumentalisent quelquefois des peurs ou des émotions. Et là, le jeu politicien devient absolument abominable. On se souvient d'ailleurs, quand un jour on fera l'histoire, on regardera un peu les conséquences de l'invasion de l'Irak, la volonté de M. Bush, etc. Pas persuadé que la violence a pu aujourd'hui montrer à quel point elle amenait des démocraties. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après, on voit partout remonter l'histoire, les frontières de l'histoire. Je suis fasciné par ça. Je crois que ce que l'on ne veut pas voir et ce que l'on ne veut pas nommer, c'est que nous vivons un choc de culture, un choc de civilisation. Et ce terme-là est un terme... le terme ? Oui, naturellement. À l'intérieur, non, je le reprends, bien sûr, je le reprends. C'est un choc de civilisation qui est mené par un islam radical qui s'oppose aujourd'hui à l'Occident, qui s'oppose aux chrétiens, qui s'oppose aux musulmans modérés. Et c'est ce choc-là que l'on ne veut pas... C'est ce choc-là que l'on ne veut pas voir
de peur de stigmatiser, pour reprendre votre expression, qui dit beaucoup de choses, parce que quand on emploie stigmatiser, immédiatement les regards se détournent et l'on passe à autre chose. Or, il faut absolument, au contraire, être vigilant, cesser d'être dans l'euphémisme et de pouvoir désigner les choses. Sur les formules que l'on emploie et la manière dont on décrit les choses. On est aujourd'hui dans un moment aussi de radicalisation d'une certaine partie de la droite, d'une certaine partie de l'Église et du catholicisme. Un amalgame entre Boko Haram et une partie de la droite. Je ne fais pas d'amalgame, mais laissez-moi terminer. On a eu des mouvements de réactionnaires extrêmement forts lorsque la gauche au pouvoir a voulu notamment ouvrir le mariage aux couples homosexuels, aux couples de même sexe. On a eu des mouvements réactionnaires extrêmement forts lorsqu'il s'est agi d'enseigner l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, et des mouvements qui révèlent aussi une société qui se replie sur elle-même. Et je pense que nous parlons de choses graves, nous parlons de meurtres, nous parlons de je dis pas que c'est la même chose, mais écoutez, on est dans un débat sérieux. De la manif pour tous, qui était une manifestation pacifique et qui réclamait simplement. On est dans un débat avec un amalgame. On est dans un débat sérieux et je pense que la question de l'identité, elle est aujourd'hui en train de se L'actualité, pardonnez-moi, c'est l'évolution du paysage politique. Oui. Je le disais tout à l'heure, réorganisation à droite, on le voit ce soir avec les statuts de la nouvelle formation. À gauche également, on se prépare en vue du congrès avec l'émotion. Le Front National, vous l'avez vu, tente de clore la crise qu'il a secouée et veut poursuivre sa stratégie de dédiabolisation. On parle beaucoup, Chantal Delsol, de partis, de structures, de personnes. Selon vous, quel est votre regard? On va commencer par une question générale. Quelle influence ont encore aujourd'hui ces partis sur le débat d'idées, sur l'action concrète et sur notre vie quotidienne? Je crois qu'ils ont peu d'influence, et on le voit avec l'apparition de ce qu'on appelle maintenant le tripartisme en France. Et ils ont peu d'influence parce qu'ils se ressemblent trop. Dans la démocratie, finalement, il doit y avoir débat. Il doit y avoir débat parce qu'on estime que la vision de l'avenir n'est pas la même pour tout le monde, qu'il y a une diversité au sein du peuple, il faut l'appeler comme ça, enfin, au sein des milieux des citoyens, il y a une diversité. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on soit tous d'accord. À partir du moment où les grands partis sont d'accord sur l'essentiel et pratiquement sur tout, et où ils font la même chose, eh bien, il va apparaître quelque chose d'autre qui va dire « mais non, nous, on n'est pas d'accord ». Ça, c'est la loi de la diversité, et au fond, c'est la loi de la démocratie. Les pays où tout le monde est d'accord sont des dictatures ou des autocraties. Donc, je pense que les deux grands partis... Il y a une uniformité. Il y a une uniformité et partout où apparaissent... ce que vous dites de l'acronyme UMPS, qui est dénoncé par le... Mais partout où apparaissent, c'est pas seulement la France, partout où apparaissent des partis qui ressemblent au Front National, bon, pas exactement, mais enfin qu'on appelle maintenant populistes, eh bien partout il y a eu des liens, non seulement des liens extrêmement forts entre les deux grands partis au pouvoir, en général il y en a deux, mais en plus ils ont fini par se ressembler. C'est ce qu'on a appelé la pilarisation. Enfin, on pourrait citer tout un catalogue de pays où ceci est arrivé et où sont apparus des partis qui étaient plus ou moins extrêmes quand même, pour dire mais attendez, non, vous nous prêchez la démocratie toute la journée, vous dites qu'on est divers et en fait vous faites la même chose. Je crois que le problème il est là. Mais donc il y a un vrai... Oui, moi je suis totalement d'accord sur la question démocratique. Je pense que le principal enjeu aujourd'hui, il est la question de l'emprise que chaque citoyen a l'impression d'avoir sur sa vie. Quand vous avez l'impression d'avoir aucune emprise, effectivement, vous cherchez des solutions autre part, soit dans d'autres modes d'action, soit dans d'autres partis politiques. Et vous voyez que les politiques, Madame Delsol parlait des partis. Non mais j'y viens. Nous, c'est une vraie question qu'on s'est posée encore une fois et qu'on se pose dans la famille socialiste, des jeunes socialistes européens. Et à mon avis, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Et effectivement, il faut que les partis politiques de gauche, notamment en Europe, parce que c'est là que quand même les choses se jouent beaucoup pour notre génération et pour le quotidien des gens, incarnent une alternative réelle à la politique de la droite, d'austérité libérale, pour qu'il puisse y avoir deux options politiques différentes en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur un débat, par exemple, sur le traité transatlantique, on voit bien qu'on est encore dans un traité qui va réduire la capacité démocratique des citoyens à décider de leurs normes sociales et de leurs normes environnementales. Et donc le deuxième élément qui réduit, à mon avis, ou qui rétrécit le champ démocratique d'action des partis politiques, c'est ce qu'on appelle le constitutionnalisme économique, c'est-à-dire qu'on met des règles économiques dans la Constitution qui ont une valeur supérieure aux lois et donc qui restreignent l'action des partis politiques. C'est le traité budgétaire européen. Et vous dites, finalement, c'est un petit peu corseté. Les partis dits de gouvernement seraient un petit peu enfermés, Jean-Paul Debord, dans un système et peut-être que c'est cela qui favoriserait, on va le voir d'ailleurs dans le livre avec Chantal Delsol, la montée des populismes. D'ailleurs, on va s'intéresser à ce mot. Est-ce que c'est le cas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute notre histoire politique, pardonnez-moi, c'est un peu schématique, on avait plutôt une gauche
qui était keynésienne, qui était plutôt social-démocrate, et une droite qui était plutôt libérale, schumpeterienne, c'est-à-dire la destruction. Et on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, la gauche au pouvoir découvre une réalité économique qu'elle impose, et les gens, l'électorat de gauche, le peuple de gauche ne s'y retrouve plus, et que la droite s'aperçoit que les grands principes sur lesquels elle avait fondé l'autorégulation du marché posent aujourd'hui un certain nombre de questions. Et on a... c'est d'ailleurs très intéressant de voir que chacun se revendique, même ici on voit bien la crispation, dès que l'on prend un mot, tout le monde est un peu crispé. On a assisté à des élections départementales au cours desquelles la majeure partie des candidats n'affichaient pas leur appartenance politique. C'était tout à fait étonnant. Le seul qui les affichait, c'était le Front National. Et ce que vous dites, madame, c'est que effectivement, la démocratie, c'est deux choses. Un, c'est la défense des intérêts et la diversité dans le conflit. Et aujourd'hui, on a du mal à distinguer ce qui fait partie de la stratégie de la conquête de pouvoir. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les partis s'organisent autour de quoi? Pas autour de projets. La droite est en train d'essayer d'en construire un, et la gauche est tiraillée entre une politique gouvernementale qui prend un réalisme économique et un virage, et des frondeurs qui sont un peu en interrogation. Et on s'aperçoit que l'opinion regarde ça assez fascinée en disant « mais ils sont en train de mettre en place des machines de conquête de pouvoir, et moi ce que j'attends c'est un projet de société ». Et comme tout est en train de se redistribuer, que les pouvoirs changent, on passe de l'ouest à l'est, on passe du nord au sud, on parle des multinationales, on ne se rend pas compte de toutes ces mutations. La CIA vient de poser un certain nombre de scénarios au gouvernement américain, dans l'un desquels elle indique que probablement la régulation du monde se fera peut-être moins par les États-nations que par les entreprises multinationales. C'était la question. Ça, c'est un vrai sujet. Où est le pouvoir? Où est le pouvoir politique? Or, quand l'opinion considère que le politique est impuissant et qu'il n'a pas les commandes, eh bien, dans ce cas-là, ces sentiments deviennent des ressentiments. Et l'expression de colère se traduit au travers de partis populistes. Yvan, il y a à l'instant beaucoup de réactions sur Twitter. Et à la question qu'on vient de poser, où est le vrai pouvoir? Tout le monde nous dit, une dizaine de réactions. Les grandes entreprises, le pouvoir financier, les marchés, les agences de notation. Non, le pouvoir est dans le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Et justement, s'il y a une crise de la démocratie aujourd'hui, une crise de la démocratie représentative, c'est que les corps intermédiaires, les partis en l'occurrence, mais aussi les syndicats, les médias, enfin, tout ce monde structuré ne parle pas la même langue que la société civile. C'est-à-dire que la France, jadis silencieuse et qui n'est plus silencieuse. Et c'est ce réveil précisément de cette France oubliée qui est très intéressante à suivre, car c'est là la crise politique se lit dans ces réactions d'indignation de cette France qui aujourd'hui veut reprendre son destin en main et qui entend bien casser ce moule. Les partis politiques aujourd'hui, mais ne représentent plus rien. Les sondages montrent que 7% des Français font confiance aujourd'hui à un parti politique. Il ne reflète plus la nouvelle sociologie de la France. La France n'est plus représentée par les partis. Pas même d'ailleurs, je pense, par ce tripartisme. Elle n'est pas représentée, elle n'est pas bien représentée par le Parti socialiste, pardon madame, pas plus d'ailleurs que par l'UMP, sans doute pas non plus par le Front National, dont on voit qu'il y a quand même au cœur même de ce parti... dire qu'on a débattu depuis des semaines du tripartisme, on a débattu de ce monde. D'une manière fictive, en effet. C'est fictif? D'une manière globalement fictive. Cela représente naturellement quelque chose, mais ce sont des lieux de pouvoir, en effet, ce sont des lieux de pouvoir et de l'entre-soi, mais simplement qui ne correspondent pas à la sociologie de la France. Mais les partis politiques se sont toujours posé la question de leur représentativité par rapport à la société. Et évidemment, ce sujet-là, il se pose dans notre famille politique. Nous, on le voit au quotidien en matière de rajeunissement, de représentation des femmes, et évidemment des ouvriers, des salariés, des employés, de toutes les catégories de la population. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une fatalité. C'est-à-dire que je pense que les partis politiques, et notamment, effectivement, le Parti socialiste et l'UMP, se sont dépossédés à certains moments de l'histoire, et notamment avec l'intégration européenne, qui aurait pu être faite différemment. Et c'est là où moi je suis profondément engagée à l'échelle européenne, parce que je pense que c'est possible de construire un projet européen différent. Mais pour ça, il faut reprendre le pouvoir politique, notamment sur la finance. Avait dit la même chose en 2012. Et c'était possible. Mais on se retrouve par exemple aujourd'hui avec une taxe sur les transactions financières, dont ça fait, je pense, 8 ans qu'on nous en parle, puisqu'elle était annoncée en 2007-2008, et qui n'est toujours pas mise en place parce que les États, il y a une règle d'unanimité,
arriver que les États, en fait, selon leur lobby bancaire chez eux, rejettent telle ou telle l'intégration de tel ou tel produit dérivé dedans. Donc je pense que moi, c'est une responsabilité des partis politiques. De la perte de souveraineté, oui. Et je tiens juste à dire, pour terminer, que le Front National, puisqu'on en parle un peu à demi-mot là ensemble, il donne cette impression effectivement de vouloir reprendre le pouvoir, à part le fait que son programme économique n'est fondé que sur deux suppositions, la sortie de l'euro et la préférence nationale, dont on sait qu'elles ne seront pas efficaces. Malgré tout, l'implantation est là, on en parlera du Front National. Chantal Delsol, Yvan Rioufol a dit le pouvoir, c'est le peuple. Oui, je voudrais revenir sur la question de la politique et de l'économie, parce qu'effectivement, oui, on a vraiment le sentiment que c'est l'économie qui domine et qui dirige. Mais la politique, c'est les convictions, c'est les idées. Alors quand on crache sur les convictions sans arrêt depuis 20 ans, quand on crache d'abord sur les idéologies, et là je pense qu'on a eu un peu raison, parce qu'on a vu ce que c'était au XXe siècle, mais enfin quand on crache en même temps derrière sur les idées, sur les grandes idées, sur les convictions, à tout point de vue, les convictions religieuses, les convictions politiques. La politique, c'est ça. Alors, quand on parle plus que de gouvernance, quand on met la technocratie au pouvoir, il n'y a plus de politique. C'est normal. Et quand on parle en même temps que d'argent, quand on dit, oui, il faut que tout le monde travaille, faut travailler le dimanche parce qu'on gagnera plus, il faut gagner plus ici, etc. À ce moment-là, c'est l'économie qui gouverne. Tout ça au fond, nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé. Tout ça est normal. Oui, c'est assez intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que en réalité, l'homme a cru longtemps dominer la nature. Et là, brutalement, la fragilité de la nature est en train d'apparaître, et j'espère qu'il y aura un succès à Paris sur la gouvernance, sur le changement climatique. Mais derrière, on est en train de voir réapparaître de façon extrêmement rapide la fragilité de l'homme. Et on le voit dans les catastrophes, la dernière catastrophe aérienne, mais partout. Partout aujourd'hui, il y a une fatigue de l'homme par rapport à un système qui cherchait sa performance alors qu'il est en quête d'épanouissement. Et quand on regarde le décalage qu'il y avait entre les partis politiques, ce qui était assez fascinant, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait des idéaux communistes, gaullistes, libéraux. Quels que soient les partis, Jean-Paul Delevoye, il y avait des hommes et des femmes qui portaient ces idées. Voilà, et même avec les religions. Et il y avait une espérance spirituelle pour les religions, une espérance matérielle pour les partis politiques. Et tout ça était assez formidable. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'aperçoit que les espérances collectives que portaient les politiques sont réduites à peau de chagrin. On ne peut pas faire, et que la gestion des peurs dans ce cas-là est extrêmement importante. Donc Marine Le Pen est en train de gérer les peurs, les partis républicains voient leur champ d'espérance se rétrécir, et les gens voient la tentation de quitter le système ou d'aller dans des voies soit d'abstention, on a d'abstention, de vote blanc, il y a eu 5% de vote blanc au départemental, ou de quitter les chantiers républicains. Et il y a des fractures générationnelles. Christophe Cuilly, alors on a raison ou pas, je ne sais pas, a dit que la montée du Front National a été freinée à droite par un électorat âgé, et que les jeunes ont plutôt voté Front National. Et moi j'avais été frappé par l'électorat grec qui avait voté à l'époque le traité européen, tout le monde s'en félicitait. En réalité, c'était les plus de 55 ans qui avaient voté le traité, et les moins de 55 ans avaient voté contre. Donc aujourd'hui, attention à ce que vous dites, c'est que comme on a déserté le champ des espérances et qu'on n'est plus porteur du Dream America, performance économique égale performance sociale, les gens se disent, mais si je dois être broyé par un système dans lequel je n'ai pas mon épanouissement, eh bien moi je me révolte. Je vais vous laisser réagir juste un instant, parce que vous avez dit les jeunes. Justement, c'est le dossier du 22h, je vais vous laisser réagir à cela. C'est cette question, quel regard portent les jeunes, et bien sûr ce débat dont nous parlons, et en particulier les milieux étudiants sur l'évolution des débats politiques en France. Alors notre journaliste Jérôme Rabier s'est rendu à l'université de Rennes 2 et vous allez voir, c'est assez étonnant, Harry Potter, oui, Harry Potter s'est invité dans les élections universitaires en devançant, et là c'est sérieux, le premier syndicat étudiant qui est l'UNEF, et c'est le signe de quelque chose de très particulier, regardez. L'université Rennes 2, c'est 23 000 étudiants répartis sur 3 campus. Mais depuis les élections étudiantes du mois dernier, c'est bien 2 camps qui s'affrontent sur fond de littérature fantastique. Donc c'est ici que s'est déroulé le combat contre les forces du mal, qui a eu lieu pendant la campagne des élections de Rennes 2. On peut voir ici par exemple nos ennemis qui ont tagué Voldemort vaincra. Voldemort, l'armée de Dumbledore, les fans de la saga littéraire Harry Potter y retrouveront leurs ingrédients préférés. Et la liste de l'armée de Dumbledore a créé la surprise, arrivant en 2e position. Pour cette campagne, on a récupéré un peu le thème de l'histoire d'Harry Potter,
Donc par exemple Dumbledore, qui représente un peu l'oncle Sam, qui veut recruter des jeunes étudiants pour être dans son armée. Au départ, une blague potache qui s'est finalement transformée en campagne électorale réussie. Dans cette université fortement politisée, souvent en pointe des combats étudiants, les regards sur les syndicats ont bien changé. Le problème en fait, c'est que les syndicats qui sont en place actuellement répondent pas forcément aux attentes de certains étudiants, et puis le côté aussi lourd de ce qu'ils proposent, leurs propositions qui sont pas forcément réalisables, qui promettent un peu monts et merveilles aux étudiants. Je pense que ça a dû pas mal lasser. Le grand perdant de cette élection, c'est l'UNEF, premier syndicat étudiant français, étiqueté proche du Parti socialiste. Et pour son président au sein de l'université, la crise de confiance politique rejaillit sur l'ensemble des organisations traditionnelles. Il y a une défiance parce que aujourd'hui, justement, les représentations traditionnelles, qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient politiques, parce qu'elles n'ont pas certainement à des moments donnés répondu aux aspirations des gens pour qu'elles devaient représenter, il y a une défiance qui s'est installée. Être plus concret, plus proche des aspirations des étudiants, se renouveler. À l'élan associatif Constellation d'associations étudiantes transformées en organisations syndicales, on estime que c'est cette formule qui a marché, propulsant le syndicat en tête des élections. Conseil d'administration, on a eu 44,46% des voix, ce qui nous a donné 3 sièges. On a même gagné comparé à l'année dernière, donc c'est que les gens se reconnaissent dans notre modèle et dans ce qu'on leur propose. Et dans notre façon peut-être aussi d'aborder les choses. 2 syndicats locaux, éloignés des organisations nationales, l'ont donc emporté. Une petite révolution qui doit amener les syndicats traditionnels à évoluer, avec ou sans baguette magique. Voilà pour ce reportage de Jérôme Rabier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une blague s'est transformée finalement en véritable campagne. Ils ont mené campagne et ils ont contourné ainsi, Laura Slimani, là je vais vous laisser réagir, les représentations syndicales et politiques classiques et traditionnelles. Vous entendez leurs arguments. Ils sont sincères dans leur rejet en fait, de ces représentations. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez le même âge, quasiment. Oui, j'ai le même âge, mais effectivement, c'est une vraie question. Mais la question, c'est celle moi, je pense, du rapport des organisations politiques, syndicales à la population et aux jeunes, aux citoyens. Mais je pense que tout ça est très lié aussi à l'incapacité dont on parlait du politique à changer les choses. C'est ce que dit le syndicaliste de l'UNEF, mais c'est aussi ce que dit l'étudiant quand il dit « ils nous promettent monts et merveilles des choses qui ne sont pas réalisables ». Or, on sait que les grandes conquêtes sociales, elles ont aussi très souvent été irréalisables à un moment donné, mais un jour, les rapports de force et la persuasion de certaines personnes ont réussi à faire en sorte qu'elles existent. Mais elles ont réussi à faire en sorte qu'elles existent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un récit collectif, une espérance collective. Et je voulais réagir tout à l'heure à ce que vous disiez sur la question de la technocratie, donc je termine juste par là. Effectivement, on est dans une société qui a remplacé les idéaux par des indicateurs économiques. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est pas de créer de l'emploi, ou c'est pas de faire en sorte que chacun puisse vivre dignement et être reconnu dans la société, c'est d'avoir de la croissance. Sauf que manque de bol, la croissance, ça se décrète pas et qu'en plus, ça n'est pas forcément corrélé aux créations d'emplois. Donc, en fait, on se retrouve à essayer d'obtenir des chiffres au lieu d'essayer d'améliorer le quotidien des gens. C'est-à-dire le pouvoir en place. Je pense qu'effectivement, ça fait partie d'un des défauts de notre famille politique, tout en ayant à l'esprit qu'il y a des améliorations dans la vie quotidienne des Français, mais comme elles le sont, par exemple, l'augmentation des bourses étudiantes. La gauche au pouvoir, depuis 2012, elle a fait une augmentation historique des bourses étudiantes pour les étudiants modestes. Mais ça n'est pas vécu comme une grande conquête sociale parce que ce n'est pas présenté comme tel et parce qu'il n'y a pas non plus de récit collectif autour de ça. Vous revenez à ce que vous avez dit, pas d'espérance collective et pas de récit collectif. On revient souvent à ça et ça, c'est pas le cap, c'est plus que le cap, Jean-Paul Delevoye, c'est au-delà du cap. Alors d'abord, moi je vous remercie pour votre reportage parce qu'en fait, compte, il est plein d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, on a une vie politique qui est captée par les appareils de pouvoir. Et on s'aperçoit que partout, il y a un rapport nouveau du citoyen qui, lui, veut plus obéir. Il veut adhérer, il veut choisir. Et ces jeunes ont choisi, et vous avez vous-même utilisé cet argument, ils ont contourné une offre qu'ils trouvaient trop contrainte, etc. Et donc je trouve assez fabuleux, parce qu'en fin de compte, vous le disiez tout à l'heure, le résultat des élections départementales, c'est l'expression d'un peuple libre qui a dit, moi je fais sauter tous les verrous ouverts, vous me demandez de ne pas voter Front National, c'est moralement, moi j'y vais. J'y vais parce que j'ai envie de faire passer un message. Et ces jeunes étudiants disent, c'est pas parce que c'est l'UNEF, nous on va créer un autre parti, y compris en prenant... Et on voit d'ailleurs ces éruptions citoyennes un peu partout, Podemos, Sira, etc., etc. Donc je trouve ça assez fascinant qu'en réalité on va assister à de nouvelles expressions démocratiques et vous avez aussi utilisé la notion de proximité. C'est extraordinaire la différence qu'il y a entre la vitalité
démocratique locale dans les territoires dans lesquels beaucoup d'élus s'investissent dans des coopératives citoyennes, dans des forums de participation, avec même d'ailleurs des gens d'opinions différentes qui se rassemblent sans aucune difficulté sur des projets collectifs. À Lyon, tout le monde se rassemble droite et gauche derrière M. Collomb. À Bordeaux, droite et gauche derrière M. Juppé, parce que les projets rassemblent. Alors qu'à Paris, on est dans une espèce de jeu de théâtre d'opposition dans lequel, parce que quelqu'un de droite dit blanc, le type de gauche dit noir. Et c'est assez fascinant parce que, et je terminerai là-dessus, une étude américaine vient de montrer qu'en réalité, on assiste à une radicalisation de la vie politique américaine, avec une tension extrêmement violente entre les républicains et les démocrates. Est-ce que nous allons prendre ce virage en France ? Avec, on voit bien, un Nicolas Sarkozy qui veut rassembler la droite pour partir à la conquête du pouvoir et un président qui cherche à ne pas perdre ses éléments de gauche pour à nouveau assister à un jeu gauche-gauche, droite-gauche, avec une opinion qui dit mais nous, on a plutôt envie d'avoir des hommes et des femmes qui s'entendent sur un projet collectif pour nous. Et donc ça, c'est assez fascinant, le décalage qu'il y a entre une espèce de sagesse citoyenne, les jeunes sont extraordinairement sages, et un jeu politique derrière lesquels les gens anciens n'ont pas trop envie de s'en séparer. Peut-être un système, mais on le dit aujourd'hui, on va peut-être refaire ce débat dans quelques années et le dire de nouveau, un système un peu à bout de souffle, vicié. D'ailleurs, je repense à un livre de notre consoeur Guylaine Ottenheimer qui a sorti un bouquin sur un livre sur le poison présidentiel. Tout remonte au président, tout part de lui. Est-ce que c'est ce système qui se craquelle aujourd'hui ? Vraisemblablement, c'est tout le système politique qui se craquelle. Mais pour revenir à votre reportage, moi, il ne me paraît pas très signifiant. Enfin, parce que Harry Potter n'est pas un programme, mais on voit bien qu'il y a un grand vide, il y a une dérision derrière cette initiative. On voit bien qu'il y a un grand malaise. Et ce grand malaise, pour moi, c'est le malaise des idées. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons vécu dans le prêt-à-penser des idéologies qui s'effondrent les unes après les autres, et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'idées, les intellectuels, pardon madame, enfin il y en a naturellement, mais qui n'ont pas suffisamment pensé à ce monde d'aujourd'hui, ce monde qui attend précisément des réponses, et des réponses qui ne se résument que pour l'instant que par des réponses de pragmatisme ou de dérision de la part d'étudiants. Or, moi, je trouve que la vraie crise, la crise la plus grave de mon point de vue, c'est cette crise de l'intelligence qui nous empêche de comprendre ce monde-là. En 1789, vous aviez eu auparavant les encyclopédistes, les philosophes, vous aviez eu quand même des penseurs qui avaient accéléré ce mouvement de grande révolution. Nous vivons une révolution similaire, sans doute plus grave encore, mais nous n'avons pas les penseurs, ou du moins les penseurs se cachent ou ne s'expriment pas suffisamment. Et aujourd'hui, nous avons... cet exemple est un peu dramatique de mon point de vue, de ces étudiants qui n'ont, dans le fond, pas grand-chose à dire. Ils n'ont pas de programme, et ce grand vide envahit un petit peu tout le discours politique. Chantal Delsol. Oui, j'espère que j'ai mal compris. L'idéal, c'est pas la croissance, quand même. Non, justement, je dis que justement, nous est présenté comme seul idéal. Si l'idéal, c'est la croissance, alors qu'est-ce qui se passe, ce qu'on voit dans cette université? On consomme et on joue. C'est-à-dire que Harry Potter est plus important que le nef. Pourquoi pas? Mais enfin, je suis pas sûre que ça soit un idéal de vie. Oui, d'accord. Donc, j'ai dit le contraire. Donc voilà. Consommer, jouer, c'est ce qu'on fait quand les convictions sont pratiquement interdites. Alors, on fabrique du Front National parce que les gens ont besoin de ferveur, et surtout les jeunes, ils ont besoin de ferveur, ils ont besoin de croire en quelque chose, de s'attacher à quelque chose, à des idées, à des croyances, qu'elles soient politiques ou autres. Et puis, à l'extrême, on fabrique des djihadistes. C'est comme ça qu'on les fabrique aussi, les djihadistes. C'est l'un des thèmes. Il nous reste quelques minutes, je vais vous laisser réagir. Je voudrais qu'on conclue aussi sur, non pas une note d'optimisme, mais en tous les cas, on élargit un peu le débat. Imaginez de nouvelles formes de démocratie. Quelles pourraient être ces nouvelles formes? Alors là, je parle à Laura Slimani, qui fait partie d'une génération qui est plus jeune, etc. Et puis, Jean-Paul Delevoye, vous avez mené des réflexions au sein du Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que vous retenez pour demain, dans l'avenir? À chaque fois qu'on fait appel aux citoyens, qu'on donne aux citoyens le moyen d'être intelligents, ils sont intelligents. Et nous avons mis en place des plateformes collaboratives pour émettre nos avis. Et nous avons même fait ça avec des expériences de jeunes de CM1, CM2 et des lycéens. Et c'est assez fascinant de voir que nos jeunes, quand on leur donne les moyens de comprendre, quand on leur demande de participer, ils ont des approches extrêmement intelligentes, extrêmement pertinentes. Et je crois que plus on fera appel aux citoyens, plus on leur donnera les moyens de compréhension. Et nous réfléchissons un peu au forum citoyen, aux conférences du consensus. J'étais fasciné par l'expérience irlandaise sur l'avortement. On s'aperçoit que ce sont les citoyens qui ont permis aux politiques de prendre des décisions qu'ils imaginaient impossibles de prendre.
Conclusion également, Laura. Oui, si je peux juste dire 2 mots, je pense que oui, il faut renforcer les formes de démocratie participative. Encore faut-il que cette démocratie participative ensuite arrive à des résultats concrets, parce que si on n'a pas de poids, si le politique n'a pas de poids, c'est bien de participer et d'échanger, mais il faut quand même qu'il y ait des résultats derrière. Mais moi, je voulais quand même terminer sur une note d'espérance. On peut analyser les résultats de Syriza en Grèce comme une défaite pour la social-démocratie, ce qu'elle est effectivement, mais elle est aussi quand même la démonstration que d'une situation de graves inégalités, d'augmentation massive de la pauvreté, d'augmentation de la mortalité infantile, d'épidémies, peut naître une espérance de vie collective, de dignité partagée et d'un modèle de développement qui effectivement ne cherche pas son idéal dans des taux de croissance ou des taux de déficit, mais dans un projet de société ensemble. Eh bien, merci d'avoir participé à ce débat. Merci Chantal Delsol, Yvan Rioufol, Jean-Paul Delevoye et Laura Slimani. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous et on va clore ce 22h en musique. Percy Sledge, bien sûr, le chanteur américain à la voix d'or, est mort chez lui à l'âge de 73 ans. Son slow, When a Man Loves a Woman, en a fait battre des cœurs. Belle et douce nuit à vous en musique. Can't keep his mind on nothing else. He'll change the world for the good things found. If she